Je m'appelle Jérémy Moupépé et vous écoutez Radio Workshop en français. Il y a quelques mois, notre équipe a rencontré Nabintou, une écrivaine et artiste féministe de 20 ans. Elle vient de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Goma est une ville qui est souvent connue pour son passé et son présent tumultueux. En 1994, les violences du génocide du Rwanda voisin traversent la frontière. La région du Nord Kivu devient alors une zone de non-droit. Depuis, de nombreux groupes rebelles s'en disputent le contrôle. À ce jour, cette guerre a causé la mort de plus de 5 millions de personnes. Des millions d'autres ont été déplacés ou blessés. Le viol est régulièrement utilisé comme arme de guerre. Moi, je suis le père d'une petite fille. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à mes sœurs congolaises brisées et réduites au silence. Leurs corps sont devenus un champ de bataille. Mais lorsque Nabintou parle de Goma, elle tient toujours à faire savoir aux gens que c'est une ville qui ne se résume pas à la violence. Goma, c'est bien plus que cela. Depuis notre rencontre, la situation a empiré. Mais le 25 janvier dernier, après un combat acharné contre un groupe de rebelles appelé les M23, les forces de l'ordre se sont vues dépassées, désarmées. La ville de Goma est tombée. Et maintenant, elle étouffe. Face à un avenir incertain, l'histoire de Nabintou prend une autre dimension. Elle nous rappelle plus que jamais tout ce qui est en jeu pour les filles et les femmes de la région. Avant de débuter, un avertissement. Cet épisode parle de la guerre, d'agressions sexuelles et contient de scènes de violence. Voici donc Nabintou, une jeune fille de Goma. Goma, c'est une ville remplie d'amour et de violence à la fois. C'est une ville où tu passes une très belle journée, tu vois des amis, t'es toute heureuse et tu vas au travail, tout se passe bien. Et le soir, t'es en train de rentrer à la maison, on a tué quelqu'un. Cette contradiction que décrit Nabintou, elle a lieu sur une terre en ébullition. Goma est située à 10 km du volcan Nyiragongo, qui fait régulièrement éruption. Le 22 mai 2021, Nabintou est chez sa tante, avec ses cousines, quand tout d'un coup, elles entendent des gens fuir au loin. Je sors dehors, on dit que c'est le volcan. Mais je dis c'est une blague. Normalement, on était censé être prévenu de son évolution. L'Observatoire volcanologique de Goma n'a détecté aucun signal. Pourtant, des coulées de lave menacent maintenant la ville et le quartier de Nabintou. Tout le monde est parti. Et je prends peur. Et là, je reste quand même là. Car Nabintou, elle, ne peut pas partir. Plusieurs années auparavant, ses parents ont divorcé et refait leur vie chacun de leur côté. Nabintou, sa petite sœur, et leurs 7 frères sont partis vivre avec leur grand-mère, une Congolaise très traditionnelle. Plus tard, Nabintou se retrouve en charge de sa petite sœur qui a de gros problèmes de santé. Lorsque le volcan entre en éruption, Nabintou n'a pas d'autre choix que de faire face au danger. J'aurais bien aimé partir, mais j'ai ma petite sœur. Je peux pas la mettre au dos et courir. Et je ressens cette impuissance. Je me dis, mais je ne peux rien faire. Nabintou dit que très tôt, elle a compris qu'être une femme en RDC, ça voulait justement dire accepter de telles responsabilités. Mais elle s'est toujours sentie étouffée par l'inégalité de genre qui règne en RDC. Alors à Goma, elle a rejoint une communauté créative tournée vers le futur. Une jeunesse qui a envie de laisser ses normes dans le passé. On m'a dit qu'une femme, ça n'a pas de rêve, pas d'ambition, ça a juste un beau derrière, même pas une simple carrière. Ça sourit, ça dit oui, ça dit merci, même pour un compliment pourri. Ça apaise les cris, même quand c'est elle qui subit les coups. Il y a quelques années, Nabintou a commencé à slammer. Et dans ses textes, il y a un sujet qui revient, encore et encore. La place des femmes en RDC. Telles sont les règles de ma société, devrais-je me plier à toutes ces règles maudites, ces règles qui m'interdisent de prendre parole devant un homme même quand c'est pour défendre ma cause. À la maison, Nabintou les a bien connues, ces règles. Déjà toute petite, elle avait peur de provoquer sa grand-mère. Elle m'a toujours dit qu'elle me préparait à être une bonne femme.
Et en fait, les gens, ils exigent toujours aux femmes de sourire. Sourire face au danger, au mal-être, à la violence. Sourire même face à la mort. Messieurs, dames, ce texte n'est pas une plainte, non, c'est un cri. Les cris de toutes ces femmes que vous avez traitées de vulnérables, d'incapables ou des coupables, toutes celles qui, par votre faute, n'ont pas cru en elles. À première vue, Nabintou était donc une enfant docile, sage comme une image. Mais à l'école, c'était une toute autre histoire. J'étais très agressive, j'étais prête à m'en prendre à qui me cherchait. Comme lors d'un incident en troisième année de collège. C'est l'heure de la récréation. Nabintou va aux toilettes avec une copine, histoire de se rafraîchir. Quand on rentre juste après, il y a un camarade à moi qui était très grand de taille. Ça faisait qu'il voulait toujours s'en prendre au plus petit. Et moi, je rentre des toilettes avec mon ami Merveille. Et là, on se rend compte qu'il a pris notre collation. J'essaie de lui demander calmement, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous rendre notre collation? Il a dit, bah non, non, je ne veux pas. Et tu vas rien faire. C'était comme un rappel, en fait. C'est ce que j'entendais très souvent chez moi. T'es juste une fille. Tu peux rien faire. J'ai comme une force et je le bouscule. Tout le monde dans la classe est choqué. Il y a eu comme un excès de bataille interne en moi qui est ressorti. Alerté par le bruit, le professeur de français de Nabintou vient aux nouvelles. Je m'attendais à être punie, en fait. Puisque justement, j'avais eu recours à la violence. Mais là, mon prof, il me dit, mais en fait, tu ne te laisses pas faire. T'es une vraie tête de mule. Et ce genre de femmes, on les appelle les féministes. C'est ce que mon prof, il me dit. Et là, il m'explique en fait, c'est des femmes qui se battent pour d'autres femmes, qui se battent pour que les autres femmes comme elles ne soient pas traitées injustement. Et là, je me dis, ah, c'est vrai que je vais en faire partie. Je vais en être une. Nabintou se met à essayer de mieux comprendre ces mots. Féministe. J'ai volé beaucoup de fois les téléphones de mes frères pour faire des recherches féministes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y en a des féministes à Goma? Est-ce qu'il y en a dans mon pays? Et j'étais un peu choquée puisque quand j'ai tapé féministe, on me ramenait que de femmes qui n'étaient pas de mon pays. On me ramenait des écrivaines de l'ancien temps, elles étaient toutes blanches. Ce qui faisait que je ne me reconnaissais pas forcément. Du coup, j'avais l'impression que j'étais la seule. Mais Nabintou réalise rapidement qu'elle a quelque chose en commun avec ces féministes de générations passées et des pays lointains. L'écriture, mon art, c'est parmi l'une des choses qui m'ont permis à tenir le coup. Puisque en moi, il y avait beaucoup de violence, il y avait beaucoup de questions sans réponse. Et j'écrivais beaucoup. J'écrivais ce que je ressentais, j'écrivais ce que je vivais. Un dimanche à l'âge de 15 ans, Nabintou rencontre un écrivain à la paroisse. Il s'appelle Patrick et il a une toute petite maison d'édition. Nabintou lui fait lire quelques-uns de ses récits. Patrick veut immédiatement le publier. 2 semaines plus tard, je m'en rappellerai toujours. Je suis à la cuisine un soir avec une petite lumière de bougie, puisqu'il n'y avait pas d'électricité dans notre quartier. Et là, je suis assise en pagne. Ma grand-mère m'a toujours dit, une femme, ça met des pagnes à la cuisine. Et là, il y a mon petit frère qui vient et me dit, il y a un homme qui te cherche. La première fois de ma vie qu'un homme vient me chercher chez moi, je me dis, c'est la mort. Ma grand-mère, elle va me trucider après ça. C'était Patrick qui avait des nouvelles pour Nabintou et sa famille. Il me dit, je veux parler à ton responsable. Finalement, ma grand-mère accepte de lui parler au salon. Et je m'assois. Et il dit, voilà, je viens vous annoncer que votre fille, elle sort son livre demain. La grand-mère de Nabintou n'en croit pas ses oreilles. Patrick lui demande la permission d'aller chercher Nabintou à l'école le lendemain pour célébrer la sortie de son livre à la maison de jeunes du quartier. Ma grand-mère, elle dit non. Non? Comment ça, elle sort un livre? Vous l'emmenez où? Pourquoi? Est-ce que c'est important? Heureusement, mon grand-père qui était là, il avait un regard un peu évolué et il a dit ouais, mais c'est bon, laisse-la quand même faire. Une fille écrire un livre, c'est quand même pas mal, non? Le lendemain, Nabintou met enfin la main sur une copie de son premier manuscrit. Tous mes frères se le passent en train de les lire. Et les lendemains, je pars avec à l'école et mon prof de français, celui qui m'a donné le mot même féministe, je le lui montre et il l'achète. Je le vendais à 5 dollars et il me donne 20 dollars. À l'époque, c'était une fortune.
C'est la première fois de sa vie que Nabintou a son propre argent. Avant ça, quand elle demandait de l'argent à sa grand-mère, même pour de simples serviettes hygiéniques, Elle me disait, débrouille-toi, j'ai pas d'argent. alors, lorsqu'elle commence à recevoir l'argent de son livre, Nabintou est ravie de ne plus dépendre de personne pour la dépanner chaque mois. Je me dis, ah ouais, ça fait du bien de gagner de l'argent. Je veux devenir riche. Je veux en gagner plus. Dans les semaines qui suivent, Nabintou devient un genre de phénomène local. Dans le média, on parle d'elle comme la plume de Goma, une jeune écrivaine star. C'est un rêve qui se concrétise. Mais 2 ans plus tard, la nouvelle vie de Nabintou est bousculée. L'éruption du volcan Nyiragongo plonge Nabintou au cœur de la violence de son pays et de la réalité de femmes de sa région. Elle voit soudainement l'étau se resserrer autour d'elle. Je veux des gens fuir, des enfants pleurer, des femmes avec un enfant au dos, un autre à la main, parfois un enfant devant, un autre derrière. J'aurais bien aimé aider, mais moi je ne pouvais pas parce que j'avais une petite sœur. Et là je ressens le poids d'être une mère. Je me dis, mais j'ai une responsabilité. Malgré les secousses et les échappées de gaz volcanique, le quartier de Nabintou est épargné par la lave. Mais d'autres zones n'ont pas eu la même chance. La population des environs s'est réfugiée dans des écoles et des églises. D'autres familles s'entassent dans des abris de fortune, fabriqués avec du bois et des bâches. Rapidement, la nourriture et l'eau viennent à manquer aux familles déplacées. C'est un sérieux problème. Et là je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Un soir, je suis à la maison et je vois un ami m'ajouter dans un groupe qui s'appelait Allo Bouilly. L'ami de Nabintou fait partie de Goma Actif, un groupe de jeunes qui organise des actions civiques à travers la ville. C'était en fait une assistante aux personnes qui ont tout perdu à cause du volcan. Il y a plein de jeunes, artistes, activistes, étudiants. Et c'était fort pour moi. Je me dis, je vais aller aider. Un matin, très tôt, Nabintou rejoint le groupe au stade de l'unité de Goma. Ensemble, ils prennent le bus pour arriver jusqu'au camp de déplacés de Kayembe, au nord du centre-ville. Et on arrive là-bas, c'est la première fois pour moi. Et on commence à préparer la bouillie. On allume du bois, des grosses casseroles. Nabintou apprend que la bouillie est réservée aux enfants. Mais elle réalise rapidement que les mères n'ont rien à manger non plus. Elles m'ont expliqué qu'elles n'en pouvaient plus. Et j'ai compris l'urgence en fait. J'ai négocié avec l'amie, on leur a servi de la bouillie. Elles étaient heureuses. Je dirais pas heureuses, mais un peu soulagées. Et moi, je me suis sentie quand même humaine. Après cette première visite, Nabintou retourne régulièrement au camp avec ses amis. À chaque fois, elle essaye de servir de la bouillie aux mamans. Et au fil du temps, un lien se tisse entre elles. C'est des femmes qui avaient beaucoup de choses à dire. Elles s'est raconté plein d'anecdotes. Et ça, c'est quelque chose qui a particulièrement attiré mon attention. C'est vrai qu'on leur servait de la bouillie, mais comment elles allaient, ces femmes-là? On en parlait très rarement. Et là, une fois, j'arrive, et en attendant que la bouillie elle soit prête, en attendant qu'on les serve, je leur demande, est-ce que ça va? Nabintou trouve un endroit pour que les femmes puissent s'asseoir et continuer à raconter leurs histoires. Au cours des mois qui suivent, Nabintou suit des formations avec des ONG pour apprendre à animer des groupes de discussion avec les femmes de camp. Elle peut ainsi continuer à leur offrir un espace pour partager leurs histoires. Mais en mars 2022, le groupe rebelle du M23 lance une offensive sur des villages du nord de la province. Selon l'UNICEF, plus de 200 000 déplacés se joignent aux 500 000 personnes vivant déjà dans les camps aux alentours de Goma. Les camps où Nabintou organise ses activités sont pleins à craquer. Et on ajoute ce groupe-là des femmes déplacées à nos conversations. Maintenant, tu as un autre groupe de femmes beaucoup plus traumatisées. Un groupe de femmes qui fuyaient et bam, paf, une balle dans la tête de son mari. Une balle dans la tête de son fils. C'est des femmes qui
qui n'ont pas eu l'occasion de pleurer. Et quand autour de nos causeries on commence à parler et qu'elle a enfin l'occasion de lâcher prise et de pleurer, je me rends compte à quel point ces conversations-là sont importantes. En septembre 2024, Nabintou et son ami Henri se rendent au camp de Kanyaruchinya, à 10 km du nord de Goma. Le camp bâti sur le flanc du volcan surplombe la ville. Il est entouré de champs et des forêts. Ce jour-là, Nabintou, Henri et 2 autres collègues sont censés lancer une campagne de sensibilisation sur l'éducation des filles. Mais, à leur arrivée, Là, je viens d'arriver à l'école où je dois travailler. Mais j'ai très peur parce que je viens d'assister à un drame. À une école qui est à 2 pas, un enfant a été tué par arme. un élève de 14 ans a été atteint de 2 balles à la tête. Je ne sais pas comment est-ce que je vais tenir la session d'aujourd'hui. En plus, je marche à pied et je vois passer sur moto des civils armés et qui sont prêts à faire du mal à tout le monde. L'atmosphère est tendue. Nabintou voit des gens sortir le corps de l'élève de l'école. Soudain, la sœur du jeune garçon arrive sur les lieux. Voyant le corps sans vie de son frère, elle tente de se jeter sous une voiture. Des passants l'en empêchent, mais Nabintou est sous le choc. Nabintou et son collègue rejoignent le reste de leur équipe à l'école où doit avoir lieu leur activité. Nabintou leur raconte tout. Ses collègues essaient de la calmer en lui disant que tout va rentrer dans l'ordre. Mais à peine quelques minutes plus tard, une fusillade éclate tout près de l'école. Tu peux fermer la fenêtre? Non, il n'y a pas de problème. On peut entrer ici dans la salle si tu veux. Avec mes collègues, on s'est dit, c'est pas prudent de rester ici vu qu'il y a une fenêtre. On va s'isoler dans la pièce d'à côté qui est vide. Et ça doit être les Azalènes, pas la police. Oui, ce sont des Azalènes. Pendant un instant, les choses semblent se calmer. Puis, les coups de feu reprennent. C'était horrible. Je me rappelle de m'être allongée par terre et mon collègue qui s'est allongé au-dessus de moi pour me protéger. Et je me suis bouché les oreilles pour ne pas entendre ce qui se passait. Mais c'était tellement fort et ça a duré des minutes que c'était insupportable. La petite pièce se remplit des gens qui se sont réfugiés dans l'école. La porte de la pièce ne se ferme plus. Et là, je me suis dit, c'est bon, je pense que c'est ma fin. Une femme se lève pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Nabintou se rend compte qu'elle est enceinte. Elle tente de la retenir. Je lui dis, mais madame, vous êtes enceinte. Mais elle est tellement calme et dit que ça va, c'est pas bien grave. Ça veut dire que pour elle, c'est la routine en fait. Et ça m'a fait réaliser que notre pays, il a brisé et traumatisé tellement des gens qu'aujourd'hui, je pense que la paix, c'est un concept tellement abstrait et éloigné pour eux. Après plusieurs heures, le calme revient. Mais dans les quartiers, les gens sont indignés et des émeutes éclatent. Nabintou et ses collègues réussissent à quitter Kanyaruchinya dans un corbillard, le seul véhicule qui a le droit de circuler. Une fois rentré à Goma, Nabintou enregistre ses réflexions. Je suis en train de réaliser que je n'ai jamais eu aussi peur. Je ne pensais plus pouvoir revoir mes proches et tous les gens que j'aime. Aujourd'hui, je pensais que j'allais y laisser ma peau. C'est un sentiment d'impuissance. J'ai envie d'aider, j'ai envie de venir en aide à ces personnes-là. Mais ce pays, cette ville ne me laisse pas le faire. Quand nous avons appris ce que Nabintou avait traversé, nous avons pris contact avec elle. Nous lui parlons 2 jours après le drame. Elle semble faire face à un dilemme impossible.
Je me pose vraiment les questions, jusqu'où est-ce que je suis prête à aller? Est-ce que je suis prête à rentrer là-bas? J'ai très peur, mais je pense que ça va mieux. C'est une campagne qui me tient vraiment à cœur. J'aimerais beaucoup la faire, puisque j'ai espoir que ça peut changer la donne. Pour mettre de l'ordre dans ses idées, Nabintou se tourne vers son ami d'enfance, l'écriture. Il y a tout qui bouillonne dans ma tête, mais en écrivant, je me rends compte que je suis juste une fille qui est brisée par ce qui se passe dans ce pays, une fille qui a peur, mais une fille qui a beaucoup à donner. Et ça implique de prendre des décisions difficiles parfois. Mais le 25 janvier dernier, lorsque Goma tombe aux mains du M23, le danger rattrape finalement Nabintou. Ça fait maintenant une semaine que je suis enfermée à la maison. Je suis à peine sortie. L'état dans lequel les rues étaient après les affrontements, après ces 3 derniers jours, était horrible. Il y a plein de gens qui ont perdu la vie. Depuis l'arrivée des rebelles, il y a tout qui a dégénéré. Il y a plein de prisonniers qui sont maintenant libres. Il y a plein de miliciens, il y a plein de civils armés. Et jusque-là, rien n'est sous contrôle, à mon avis. Et les femmes ne sont pas en sécurité. Je ne me sens pas en sécurité. Le journal rapporte plus de 3000 morts. Les observateurs internationaux signalent aussi une grave montée des violences sexuelles contre les femmes. Les camps de déplacés où travaillait Nabintou il y a à peine quelques semaines ont été désertés. Si j'avais l'occasion de lui dire quelque chose à cette Nabintou-là qui est partie pour la première fois dans cette zone dite rouge, dans les camps des déplacés, dans les Nyiragongo, je pense que je lui dirais de foncer parce que son travail est important et essentiel, encore plus aujourd'hui avec cette guerre qui a éclaté. Une fois de plus, aider ces femmes-là à se relever, aider ces jeunes filles-là à se relever. Mais reprendre le travail pour le moment est tout simplement impossible. L'espoir s'amenuise au fil des jours. J'espère que tout rentrera dans l'ordre bientôt et que je retrouverai finalement ma ville que j'aime tant. Je m'appelle Jérémy Moupépé. Cet épisode a été produit par Joe Jackson et Clémence Petit-Perron. Martine Chaussard est notre éditrice. Joe Jackson est notre directrice de production. Montage par Joe Jackson et Mike Rufford. Musique par Kamani Sambou chez Idibol Audio au Cap, en Afrique du Sud. Cet épisode de Radio Workshop ne serait pas possible sans le soutien financier de Eleven Tower Project. Visitez notre site sur radioworkshop.org pour obtenir plus d'informations et pour soutenir notre travail.